la prochaine émission de C'est bon cuisiner, le poulet sera roi, qu'il soit en vol au vent, en velouté ou tout simplement grillé. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécurisezvosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Le Paysagiste qui était de passage à Contact Ontarois. Il nous parle de son nouvel album et de son nouveau spectacle. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous êtes à une édition spéciale, une édition estivale. Puis là, on est à la coopérative l'une des plus vieilles ici au Canada. On est à la fromagerie Saint-Albert. J'ai déjà faim parce que j'ai vu tout ce qui se passe autour. Là, c'est incroyable. Je suis avec le directeur général. Puis on va essayer de revenir un peu sur cette belle histoire de cette coopérative. Bien, la coopérative existe depuis 125 ans. Elle a été fondée parce qu'il y avait un besoin pour les producteurs laitiers de transformer leur lait. Qu'à cette époque-là, ils sont mis ensemble, ils ont créé une coopérative. À cette époque-là, il y a beaucoup de coopératives dans différentes régions, dans différents rangs. Et la nôtre a survécu. Et moi, je suis ici depuis 24 ans. On doit, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, notre succès, naturellement, à les initiateurs du mouvement coopératif il y a 125 ans passés. Puis quand on dit 125 ans passés, on voit tellement loin, mais ces gens-là, ils ne savaient pas que ça allait devenir quelque chose de si grand, hein? Je ne crois pas, mais on peut dire qu'ils sont visionnaires, par contre, parce qu'ils ont créé quelque chose. Le mouvement coopératif commençait à cette époque. C'était encore quand même au premier stage, je dirais, du mouvement coopératif. Mais 125 ans plus tard, il n'y en a plus beaucoup de coops qui existent dans la région ou même en Ontario, au Canada, que ces gens-là ont été vraiment visionnaires. Puis aujourd'hui, bien, on leur doit notre succès à eux parce que c'est eux qui ont parti ce mouvement-là. Puis de là, ça veut dire que vous êtes l'une des plus vieilles, vous êtes encore récente, vous faites du même travail que depuis 125 ans. Ça met de la pression, hein, de tenir tout ça. Oui, mais disons que pour nous, c'est sûr qu'on se renouvelle quand même assez régulièrement. Puis pour nous, un événement qui était vraiment marquant, c'est naturellement en 2013, l'incendie. On n'a pas eu le choix de se recréer ou de réinventer des choses parce qu'on a tout perdu, quoi. Puis 2013, là, c'est ça que j'allais venir à ça, l'incendie, parce que ça a bouleversé un peu tout le monde ici dans la région et tout. Comment vous avez pu rebâtir, revenir sur de nouvelles bases? Bien, c'est sûr que c'était très difficile parce que, premièrement, moi, je suis tombé en poste comme directeur général le 1er janvier 2013, soit 34 jours. J'étais en poste pour 34 jours. Une chance que j'étais ici quand même depuis des années, que je connais aussi au moins le domaine. Mais c'était très difficile, mais on était très appuyés par la communauté, c'est sûr et certain. Nos clients nous ont supportés pendant tout ce temps-là qui était difficile parce que quand même, notre production était transférée ailleurs. C'était pas les mêmes équipements, c'était pas la même chose. C'est sûr que la recette n'était pas pareille. Que nos clients ils ont été fidèles à nous pendant tout ce temps-là. On les remercie. C'était des moments assez difficiles quand même, mais on a une super de belle équipe qui a remonté la côte. C'était difficile parce que vous pouvez comprendre que rebâtir, en travaillant sur des plans pour la reconstruction, il faut quand même gérer notre entreprise qui se maintient quand même, notre système de distribution continue. Et en plus ça, c'est gérer les défis de ressources humaines parce que ces gens-là sont retrouvés du jour au lendemain devant l'inconnu. Malgré que la majorité d'entre eux travaillent encore chez nous, c'était quand même un inconnu pendant un moment. Puis on a recréé, on a rebâti les équipes. On était très occupés naturellement, mais notre plus gros succès, c'est la première journée qu'on a faite du fromage en 2014. Le 11 août 2014, qu'on a fait la première journée de production, c'était un succès incroyable. On se souvient encore des défis de cette journée-là.
Mais pour nous, écoute, on a bâti l'équipe depuis ce temps-là. On a des nouvelles personnes qui sont jointes à l'équipe parce qu'on a grossi beaucoup. On a quand même une très belle croissance. Il y a des gens, tout à l'heure, tu vas interviewer de la nouvelle de l'après 2013. Une nouvelle vague. Exactement. C'est des gens qui apportent beaucoup à l'équipe. Et comme je dis, le succès pendant tout le moment de la reconstruction, notre plus gros défi, c'était, tous les gens nous demandaient, est-ce que le goût va être aussi similaire, aussi bon qu'il était avant? C'était notre plus gros défi. On a eu des questionnements parce qu'on sait que les équipements à l'époque qu'on avait n'existaient plus. Il a fallu se réinventer. Mais le premier soir qu'on a fait le premier bassin de fromage, c'était vraiment un moment de célébration, de victoire, parce que quand on a goûté finalement au produit, on s'est dit, finalement, on l'a recréé. Après 1 an et demi d'efforts, on a recréé quelque chose qui nous ressemble. Cette journée-là était mémorable aussi parce qu'on a eu toutes sortes de défis. On a perdu l'électricité pendant 2 fois pendant notre première production. Il y a des gens qui ont beaucoup d'anecdotes là-dessus, mais pour nous, 2013, c'était un tournant. C'était très difficile sur le côté psychologique, sur les humains. Mais aujourd'hui, avec du recul, je pense qu'on a tous des très beaux souvenirs de l'ancienne usine et aussi moi, je pourrais dire ça, le moment de solidarité, que tout le monde s'est tenu ensemble, les employés, les cadres, la communauté, on s'est tous tenus ensemble, on y a cru. Puis aujourd'hui, on est fiers de voir qu'est-ce qu'on a accompli. Puis c'est ça que vous étiez en train de dire tantôt. Vous avez été obligé, pas obligé, mais forcé à vous réinventer. Peut-être que c'était le destin qui voulait vous faire rebâtir sur de nouvelles cendres, hein? C'est une façon de le voir, absolument. C'est sûr qu'on passe par toute la gamme d'émotions. C'est sûr que les premières journées, on était vraiment en mode déception. C'était vraiment triste, c'était pénible. Mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'on savait de l'ampleur du défi. Puis même, il y a des gens qui nous posent souvent avec la question « Pourquoi vous avez recommencé si tôt? » La décision a été prise dans 24 heures. Quand on a passé dans le conseil d'administration, le conseil d'administration a décidé ça ne change pas. On reconstruit que tout de suite, en dedans de 24 heures, il a fallu changer la philosophie. On est plus en mode tristesse. Il faut oublier ça, il faut mettre ça de côté, puis maintenant gérer la reconstruction. Mais on a été supportés par notre conseil d'administration, par nos membres là-dedans, que oui, c'est un passage obligé, c'est clair. Alors, dites-moi, vous, maintenant, on est rendu à quoi? 2013 à aujourd'hui, on a 6 ans déjà depuis le renouvellement. C'est quoi le regard vers l'avenir? Bien, c'est sûr qu'on regarde le revenir avec positivisme. C'est sûr qu'on a un très bon produit, on a une très belle qualité de produit, la réputation aussi. On voit le marché avec l'avenir quand même avec un beau potentiel, mais par contre, il faut être réaliste aussi, il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de nouvelles ententes de libre-échange qui ont été faites avec d'autres pays, qui ont un impact naturellement sur toutes les fromageries canadiennes. La première qui est en place depuis environ 3 ans avec l'Union européenne, qu'on appelle, je vais dire le terme en anglais, mais le CETA, ça a un impact parce qu'il y a beaucoup de fromages européens qui rentrent au Canada. Il y a la deuxième, naturellement, qui est en place depuis décembre l'an dernier, avec surtout des fromages qui rentrent de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Surtout, ça a un impact sur ses volumes. Et naturellement, la nouvelle entente qu'on ne sait pas quand elle va rentrer en vigueur, mais avec les États-Unis et le Mexique, c'est surtout du fromage américain qui va rentrer. Que c'est sûr que ça met des questionnements sur le futur de l'industrie, mais nous, on voit qu'il y a quand même un beau potentiel de développement. C'est juste qu'il faut prendre les bonnes décisions en conséquence. Exactement. Et puis en même temps, ça me fait penser que, comme vous l'avez dit, beaucoup de vos collaborateurs, des gens qui consomment de chez vous sont restés fidèles. Je pense que c'est sur ça qu'on doit fixer le regard, hein? Bien, absolument. Ça, absolument. Vous avez raison là-dessus. Nos consommateurs ont toujours été fidèles. Et c'est quelque chose qu'on leur dit un gros merci parce que pendant les années difficiles de 2013 à 2015, c'était des moments pénibles pour nous. On a quand même malgré qu'on avait des défis, c'est sûr certain quand tu gères pas ta production, puis le produit, des fois, il arrive à ton usine en retard parce que c'est pas nous qui le gèrent naturellement. On a eu des défis, mais nos clients ont été vraiment compréhensifs et ça fait aujourd'hui qu'on est qui qu'on est aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir partagé tout ça avec nous. Je sais que vous êtes vraiment occupés. On a dû vous tirer de votre bureau, donc je vais vous laisser aller. Et puis, vous savez, on ne peut pas être ici à la fromagerie sans parler de la production et de tout ce qui se passe. On en parle après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. Une raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que
TV Rogers, c'est la plus bonne idée. Est-ce que c'est une bonne idée pour l'expérience? Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Cette semaine, Anna t'en parle, on sera en studio pour la dernière de la saison. Parmi nos invités, Nathalie Arsenault sera là. Elle va nous donner plein de trucs pour maçons. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours à la fromagerie Saint-Albert, mais on ne pourrait pas parler de cette fromagerie sans parler de la production. Bien évidemment, avec moi, le directeur de production, M. Sami Saïdi. Bonjour. 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 Alors, on va directement rentrer dans le sujet. Là, moi, j'ai fait mon affairé. J'ai essayé de voir un peu partout où est-ce qu'on est. Là. Ça travaille fort ici? En fait, effectivement, ça travaille fort. Depuis qu'on a rebâti l'usine en 2013-2014, on a doublé notre production. Donc, depuis, en fait, on est pas mal occupé. On travaille pratiquement de 3 heures du matin jusqu'à minuit et ça nous tient pas mal occupés. Mon Dieu, de 3 heures du matin jusqu'à minuit. Je veux juste aller déjà pour commencer. Le lait, c'est celui de la région ou on l'importe ailleurs? En fait, c'est le lait qui va venir de l'Ontario. Okay. C'est la DFO, la DFO qui gère le lait. Généralement, c'est du lait qui va venir de la région. Et ici, à Saint-Albert, on transforme que du lait 100%. On n'ajoute aucun ingrédient autre que le lait. On le reçoit le même jour, on le transforme le même jour. Et à la fin de la journée, on a transformé ça en fromage frais du jour. Curiosité, là. Donc, comme on a dit, c'est en une journée. Vous recevez le lait, vous ouvrez de 3 heures à minuit, c'est bien ça? Fait que vous recevez le lait à quelle heure? On commence à recevoir le lait à 9 h du matin. Ce qu'on fait, au fait, on le reçoit entre 9 h et 15 h et moins de 24 heures plus tard, il est déjà consommé. Fait que l'équipe travaille comme en continu tout le temps, là? Effectivement, on travaille en continu. Il y a des équipes successives en fonction de la production. Tout le monde n'arrive pas à la même heure. Généralement, on travaille sur le frais du jour, donc la plupart de nos équipes vont être là de soir, vont commencer aux alentours de 14 h. Mais le fromage en bloc va être fait plus tôt le matin. Est-ce que vous discutez avec les gens c'est parce que c'est votre équipe, ceux qui travaillent là? J'ai été très curieuse de les voir en train de travailler et en fait, c'est pas comme si on attendait que l'autre fasse quelque chose. Tout le monde sait ce qu'il a à faire et puis il y va go-go. Au fait, chez nous, ce qui est important, c'est vraiment la formation. N'importe quelle personne qui va commencer à travailler pour nous, il va passer par une période de formation qui va varier en fonction de son poste. Et aussi longtemps qu'on n'est pas sûr que la personne comprend très bien ce qu'il a à faire, il n'est pas lâché tout seul. Donc, effectivement, après, ça donne un travail d'équipe qui est machinal, comme des petites fourmis. Chacune sait ce que l'autre doit faire et chacune compte sur l'autre. Donc, c'est mécanique pour nous et tout le monde se fie sur tout le monde. Donc, c'est un bon travail d'équipe. C'est vraiment un bon travail d'équipe. Il faut vraiment avoir un travail d'équipe pour faire tout ce que vous êtes en train de faire. Là, on a parlé de la journée, vous commencez, c'est comme 24 heures, le fromage, il sort d'ici. Combien de fromage vous faites? Généralement, en fait, on va prendre en moyenne à peu près 140 000 litres de lait par jour, et c'est une moyenne, et on va transformer à peu près quelque chose comme 14 000 kilos de fromage par jour. Okay. Donc, c'est pas mal de protéines, c'est pas mal de protéines à sortir en une seule journée. Et puis, quand vous recevez le lait, que vous commencez à le travailler, combien de genres de fromage ressortent de ça? En fait, on fait beaucoup de cheddar, beaucoup de fromage le cheddar, on fait de la poutine, on fait de la Monterey Jack, du brick, on fait du fromage vieilli. Donc cette année, bientôt on va lancer notre 10 ans. Il y a le 5 ans qui arrive sur le marché, donc on fait du fromage vieilli jusqu'à 10 ans. Puis de toutes ces personnes qui travaillent ici, j'ai vu de ce côté de moi, en arrière de moi, je vois que ça travaille aussi avec la main. Effectivement, en fait, le fromage, c'est un métier artisanal. Ça, il faut le toucher, il faut le sentir pour le faire. C'est pas juste des machines qui le font, il faut vraiment le toucher. C'est vraiment un art, il faut vraiment mettre la main dedans. Donc, c'est pour ça que vous parliez de formation tantôt, parce que si on n'a pas la formation, on ne peut pas savoir exactement si on est au bon moment là. Effectivement, ça prend une formation, ça prend une scolarité et ça prend de l'expérience aussi. En fait, ça dépend des postes. Les fromagers, par exemple, c'est des postes ça demande une scolarité particulière pour savoir c'est quoi le fromage. Nos ressources main-d'œuvre, c'est vraiment l'expérience, c'est l'expérience et la formation qui fait qu'on arrive à ce niveau-là.
Puis, dépendamment du fromage que vous faites, soit pâte molle ou la pâte ferme, le processus il est différent? Il y a des équipes différentes pour faire ça? Au fait, le fromage, c'est le même. Comment on va le travailler après, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va avoir de la curd, de la poutine, ou on va avoir des blocs. La curd et la poutine, on va les emballer directement dans des sachets de 60 grammes, 80 grammes, 200 grammes et ainsi de suite. Et les blocs, on va les presser dans des formats carrés pour les couper plus tard. Donc, mais essentiellement, c'est le même produit d'origine. Puisque vous transformez le lait en fromage en moins de 24 heures, comment est-ce que vous vous alignez pour la distribution? Vous faites à partir de minuit, parce qu'on finit la coupe et on finit l'emballage à minuit. Nous, on a nos propres centres, nos propres camionneurs qui vont prendre le relais. Donc, on a un centre ici de picking, de distribution, qui va prendre les commandes et qui va distribuer dans chaque camion, chaque client, qu'est-ce qu'il veut avoir. Et on part à partir de 1h du matin jusqu'à 6h du matin, les camions vont sortir d'ici. Et puis, tout ça est balancé un peu partout, là. On va jusqu'où? On est national sur un certain nombre de produits. En Ontario, on est très, très, très bien positionné. On arrive de plus en plus au Québec, mais on commence à être national sur un certain nombre de produits, effectivement, oui. Comme je disais tantôt au directeur général, je sais que vous êtes occupé. On a tous essayé de vous faire sortir un peu de partout. Vous avez mentionné quelque chose qui, moi, est venu me chercher. C'est la formation qu'il faut faire pour pouvoir travailler ici. Est-ce qu'il y a un besoin de personnel à date? Effectivement, on est toujours... on est toujours en recherche de bonne volonté. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés de travailler dans le fromage, on est toujours intéressé de les avoir, oui. Puis, c'est quel genre de formation qu'il faudrait faire pour pouvoir venir... Ça dépend vraiment des postes. On a des gens qu'on ne demande pas nécessairement une formation, on va les former ici sur le tas. Il y a des gens aussi, on a besoin toujours de gens qui ont une scolarité importante, comme des BEP, des diplômes d'études secondaires, des ingénieurs, des gens qui ont des secondaires 5 aussi. Donc il n'y a pas vraiment une exigence particulière. Tous les métiers peuvent être représentés chez nous. D'accord, ben merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Bon courage pour la suite et puis j'espère que j'aurai mon bout de fromage juste après. Hein? Alors, juste après la pause, on va rencontrer la directrice des ressources humaines parce que tout ça ne peut fonctionner s'il y a quelqu'un qui chapeaute. Ça, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Hey Guy, qu'est-ce que tu fais? On devrait déjà être à l'hôtel de ville. On va construire ici. Et on va fournir des habits d'homme-grenouille à tous les visiteurs, c'est ça? Non, sur l'eau. Tu parles de construire l'équivalent du centre-ville de Montréal. Là. Justement, il faut créer un nouvel espace. Puis c'est tout ce que tu as trouvé, ça? Bravo. Je te parle de construire des îles. Puis la terre. On va pelleter le Mont-Royal, là, je suppose. On creuse présentement pour le métro, là. La villa notre terre. « 12 mois et 25 millions de tonnes de remblai plus tard, l'île Sainte-Hélène est agrandie et l'île Notre-Dame est créée. » Viens, faut pas faire attendre le maire Drapeau. L'Expo 67 de Montréal a été l'exposition universelle la plus populaire du 20e siècle. Bonjour, cette semaine à l'émission Émergent, je reçois Hélène Lemieux, qui est une coach de vie et qui, après sa retraite, a trouvé la passion du yoga. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Sur le noir, ça va paraître, ça va être plus facile. C'est pour ça que j'ai mis le noir auparavant. Le foncé. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours à la fromagerie Saint-Albert. Puis là, maintenant, j'ai la directrice des ressources humaines parce que, franchement, ça prend du monde pour travailler ici, hein? Oui, tout à fait. On est une belle entreprise, mais sans employés, il n'y aurait pas beaucoup de fromage. C'est tellement vrai. Dites-moi, comment vous gérez tout ça? Ben c'est pas moi tout seul. On a vraiment une grosse équipe derrière nous. Donc, on a notre équipe de production. Monsieur Saïdi était là. Par contre, la fromagerie est très grande et très vaste. Il y a une coopérative, donc on aime avoir les emplois de chez nous. On fait pas beaucoup de sous-contrats ou de distribution. Donc, on a vraiment des équipes au niveau logistique. On a une équipe au niveau comptabilité. On a les magasins, les restaurants. On a tout ce qui est... là, je cherche tout ce qui est maintenance. Donc, on est une belle grosse équipe assez diversifiée puis une belle petite équipe de ressources humaines.
Puis jusqu'à date, là, vous avez combien d'équipes? On a cité comme 3, 4 tantôt que vous venez de mentionner. Ça fait combien d'équipes que vous devez... À la fromagerie, on est à peu près 180 personnes de travail. Et puis, avec tous les corps de métier, là, même Samy mentionnait, mais on est à peu près 24 heures sur 24 parce que quand une termine, l'autre se chevauche. Donc, on a des laveurs la nuit, on a les camions qui partent très, très tôt le matin pour livrer notre fromage très, très tôt dans les magasins pour que les gens puissent le manger. Donc, on est des équipes comme ça, là. On a à peu près 7 directeurs, puis on gère tout ça. Wow! Puis je me dis directement, on a parlé du magasin, on a parlé du restaurant, il faut forcément que ces personnes épousent votre idéologie de ce que c'est que la coopérative ici. Je pense que beaucoup de gens sont interpellés par ce qui sont les valeurs coopératives. Dans la coopération, il y a beaucoup de partage, d'implication communautaire, de vouloir faire aussi une différence. Et je pense que c'est des belles valeurs qui amènent les gens à vouloir venir travailler chez nous. Donc, c'est pas simplement un emploi, c'est aussi de faire partir de quelque chose. Et moi, ces valeurs-là me parlent en tant qu'individu, mais je pense que pour beaucoup de gens, ils veulent faire la différence, que ce soit dans mon équipe de vente, que ce soit la personne qui soit au magasin en bas ou la personne qui fait le fromage fièrement tous les jours. C'est ces valeurs-là qui sont derrière. Et on a nos fermiers derrière qui sont à tous les jours à traire le lait, qui sont nos propriétaires. Donc, c'est une belle... on commence du lait de la vache et le soir, il y a quelqu'un qui le mange. C'est un bel accomplissement. Et puis moi, je vais sortir un peu de ce petit cadre tout joyeux, là, mais comme on a dit, c'est une coopérative. Ça demande de l'envie de vouloir travailler avec des gens et tout ça. Mais ressources humaines, là, on parle aussi de conflits, hein? Comment vous gérez ça? Bien, comme n'importe quelle entreprise, je pense que c'est d'être transparent et d'expliquer aux gens, mais comme n'importe quoi, il y a des règles à respecter. Quand les gens les respectent pas, bien malheureusement, on leur parle, mais après ça, on doit gérer comme n'importe quelle bonne entreprise, avec des règles de fonctionnement. Et donc ça ressemble à toutes les bonnes entreprises. Quelqu'un me disait une fois que quand on discutait que voilà, pour pouvoir montrer une belle image d'une entreprise, en fait, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc comment vous faites pour garder cette convivialité? Parce que j'ai vu tout le monde était joyeux ici. Même les gens que je vois derrière moi, là, ils sont en train de rire. C'est comme une famille, hein? On essaie fort. C'est pas toujours comme ça. Je vais être honnête, là. Non, mais c'est comme n'importe quelle entreprise. Je pense que ça reste la fierté de faire un produit, d'accomplir quelque chose et de transmettre aux gens. Mais il y a des jours où il n'y a pas de sourire parce que c'est plus difficile. Mais on essaie d'être accueillant. Saint-Albert, c'est un beau petit village. Le 125 ans est là. Les gens, ils sont fiers de ça. Donc, ça perdure dans les générations. Et je pense que c'est de garder ce volet familial-là. Tu sais, vous savez... Moi, les employés, je les connais tous par leur nom. On n'a pas de numéro. Non, bien, c'est important. On n'a pas de numéro d'employé. Moi, je vais au moins 1 à 2 fois par semaine dans l'usine pour dire bonjour aux gens s'ils ont des questions. Donc, ce volet-là aussi reste important. On grandit, mais c'est important qu'on reste le petit côté personnel. Puis c'est tellement vrai ce que vous dites parce que dans une grande entreprise, on ne verra pas quelqu'un, le grand boss descendre pour venir faire un petit allô pour voir comment est-ce que ça va. Et ça, c'est super important. Mais quels sont vos défis quand vous êtes aux ressources humaines? Quel est le réel défi auquel vous faites face? Le plus gros défi actuellement, c'est vraiment au niveau recrutement de main-d'œuvre. Présentement, au Canada, il y a une rareté en Ontario, au Québec, de toute façon, une grosse rareté de main-d'œuvre. On est dans un emploi très spécialisé. Samy a parlé plus tôt, mais au niveau des fromagers, il n'y a pas de formation fromagère qui existe au Canada présentement. Donc, on doit vraiment recruter à l'international. Il y a des corps de métier qui sont compliqués au niveau des électromécaniciens. Donc, on travaille fort. J'ai une belle équipe avec moi pour de ce côté-là, mais c'est quand même difficile à recruter. Et aussi, c'est bien de faire notre fromage frais du jour, mais on est réglementé au niveau des agences canadiennes, donc nos horaires de travail sont un peu atypiques. Donc, c'est beau, c'est le fun, mais ça fait que ça devient difficile pour les gens au niveau des fins de semaine et tout. Donc, c'est beaucoup... un des gros défis au niveau ressources humaines, c'est de recruter les gens qui restent avec nous parce que je comprends que les emplois sont difficiles. Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont mises en place? Parce que même ce que vous me dites, là, je l'ai entendu dans le courant de la semaine, qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. J'étais comme, OK. Pourtant, je reconnais plein de personnes qui sont en recherche d'emploi. Oui, on est assez... Je vous dirais qu'on est assez agressif dans nos recherches d'emploi. On vient d'embaucher... Non, mais dans le sens où on essaie de se vendre, de montrer notre marque employeur, d'expliquer aux gens pourquoi ils devraient venir chez nous. Il faut trouver la bonne personne pour le bon endroit. Tu sais, c'est important d'être heureux de venir au travail et d'avoir moi, j'appelle ça un fit avec l'entreprise, d'avoir un bon mariage. Donc, il y a tout ça. On a quelqu'un maintenant qui fait que du recrutement pour nous. On trouve ça important que ça soit à l'interne et ça reste notre image et qu'on présente qui on est pour vrai. Parce que pour nous...
que quelqu'un d'autre le fasse pour nous, c'est pas bien nous représenter. C'est vrai qu'il faut que vous ayez sur le terrain. Est-ce que, quand je parlais de stratégie, par exemple dans des écoles, c'est l'été, est-ce qu'il y a des stratégies qui sont mises en place pour aller chercher du monde là-bas, pour les intéresser en fait? Oui, c'est un très bon point. Puis même plus loin que ça, nous, on est d'un petit village, donc on aime ça être l'employeur des étudiants de Saint-Albert. Et puis que pour eux, ils puissent avoir leur première expérience de travail, que ce soit dans l'usine. Des fois, c'est assez difficile, mais dans le magasin, dans le restaurant, on offre une belle variété. On aime encourager les stages. On travaille en collaboration avec l'école du village pour aller faire découvrir certaines choses. Ils viennent nous voir. Donc, on veut les commencer petits. On travaille aussi en collaboration avec la cité collégiale pour développer le programme de fromager. Mais honnêtement, là, tout est créatif. Là. On essaie d'être au niveau de l'immigration. On a fait venir des Syriens faire en visite pour les accueillir, amener les gens dans le beau petit coin de Saint-Albert, qui est un peu loin de la ville, mais quand même qui a tout son charme. Exactement. Et moi, ce sera ma dernière question parce que là, on a 1 minute de la fin. Mais là, maintenant, en ressources humaines, vous avez dit que vous avez du monde qui vient et tout. C'est vraiment très beau. Par rapport aux distributeurs, est-ce qu'il y a une bonne entente avec eux aussi? Parce qu'il faut aussi les gérer, hein? Les distributeurs, vous voulez dire pour ceux qui font affaire avec? Exactement. Oui, je pense que oui. Tu sais, vous savez, on a quand même 125 ans d'histoire et de réputation. De ce côté-là, les ententes ont toujours été quand même de bonne façon. Je crois qu'on a une belle réputation avec les... J'ai pas attendu qu'il y ait des gros drames. Comme n'importe quelle entreprise, il faut le gérer, là, mais... D'accord. Donc, on va essayer de lancer un appel à ceux qui nous regardent, là, parce que là c'est l'été. Peut-être qu'ils sont en train de chercher quelque chose. Où est-ce qu'ils peuvent aller checker pour pouvoir avoir accès à vous? Donc, vous pouvez venir nous rejoindre, RH. Non, vous venez nous voir, on va être content de vous accueillir. On a quelqu'un sur place, vous nous apportez votre CV quand vous voulez. Mais vous venez sur le site Internet, il y a vraiment un petit onglet « Offres d'emploi ». On a beaucoup d'offres. Même s'il y a quelque chose qui n'est pas là, amenez-le. Parfois, on peut être créatif. On est très rapide. On appelle les gens. On va vous rencontrer si vous voulez aussi. Donc, vraiment, venez nous voir. On est une belle équipe. On aime les gens. Et puis, c'est une super opportunité de travailler à la Fromagerie Saint-Albert. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Je vous souhaite bonne chance parce que je sais qu'il y a du monde qui va s'en venir, là. Il y a du monde qui arrive. Alors, on prend une toute petite pause. On revient juste après. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'apéro avec Julie, je reçois Mme Sophie Grégoire Trudeau, Mme Sylvie Lapointe et Mme Nathalie Masségou pour célébrer la femme. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop/bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Je suis pas stupide. Je conduirais pas après avoir consommé. Elle compte sur moi. Eux aussi comptent sur moi. Je mettrai jamais leur vie en danger. Mais je l'ai fait. Et j'ai tout perdu. La conduite avec faculté affaiblie, ça inclut la conduite de bateau. À la prochaine émission, je rencontre Dorothée Roux, une femme humoriste d'origine haïtienne qui fait de l'humour différemment. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, en direct de la fromagerie Saint-Albert. On a eu l'opportunité de venir sur les lieux, de voir un peu le travail qui est fait. On a rencontré le directeur général qui nous a refait l'histoire fulgurante, je veux dire extraordinaire de la fromagerie qui a pu se relever après 2013. On a aussi rencontré le directeur de production qui nous a expliqué un peu comment est-ce que ça se passe ici, la production qui est faite, les différents fromages qui sont donnés ici, qui sont produits. Et on a aussi parlé du manque de main-d'œuvre. Donc, si vous voulez avoir des infos, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le site web de la fromagerie Saint-Albert, donc fromagealbert.com. Bye!
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Viens que je te raconte, mercredi 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Paul, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. À la prochaine émission de Regard, Amélie Trottier vous apporte dans l'univers du forgeron Jean-François Bertrand et elle discute avec l'artiste visuel Krasy Dimch dans le cadre de sa nouvelle exposition au MIFO. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour et bienvenue à cette saison estivale de Entre nous. Je suis avec la commission de la capitale nationale, plus précisément dans un endroit magnifique que je vais laisser nommer par... Où est-ce qu'on est? Nous sommes au domaine Mackenzie King, en plein dans le parc de la Gatineau. Et puis là, je vais commencer tout de suite avec vous parce que vous êtes super occupés pour l'été. Il y a plein d'activités, fait qu'on va discuter de ça et puis vous allez vous en aller. C'est bon? Il n'y a pas de problème. Écoutez, on est en plein cœur du parc de la Gatineau. Nous avons beaucoup d'activités très variées pour les novices comme pour les moins novices. Au premier rang, nous avons la marche avec plus de 180 km de sentiers. Nous avons des sentiers avec un niveau de difficulté qui est très différent. Je me permets d'en citer deux, puisque en règle générale, les gens vont rechercher des points d'intérêt. Dans la municipalité de Pontiac, vous allez avoir le sentier de la chute de Luxville. Premièrement, c'est un très beau sentier, assez escarpé. Et deuxièmement, vous allez avoir des superbes vues panoramiques à partir des belvédères. Le deuxième sentier, le sentier de la caverne, plus au nord, au lac Philippe, qui mène aux cavernes Loss, comme on le sait, qui est une activité populaire par excellence. Alors, nous avons sur les 180 km, 112 qui est partagé avec le vélo de montagne. C'est une activité très populaire également. Et nouveauté cette année, nous avons ajouté 5 sentiers qui sont le fruit d'une collaboration avec des membres de la communauté dans le cadre de ce qu'on appelle la gestion responsable des sentiers. L'objectif étant d'intégrer 100 km de sentiers officiels au réseau, de sentiers non officiels au réseau officiel et de restaurer 200 km de sentiers non officiels pour protéger des habitats fragiles par la suite. Donc, ce qui est très important pour la CCN, c'est qu'on travaille avec des bénévoles qui nous a permis depuis l'été dernier de restaurer des sentiers et de les aménager. Alors, nous avons d'autres activités également. Nous avons le vélo de route. Et quand je parle de vélo de route, je peux évidemment parler de nos événements de fin de semaine. Nous avons les samedis court-circuit. Nous avons les vélos dimanches pour lesquels les promenades sont fermées à la circulation motorisée lors des matinées. Puis j'en profite pour rappeler que nous avons un projet pilote cette année de fermeture des promenades la nuit, 30 minutes après le coucher du soleil jusqu'à 8 heures du matin. Alors, on vient de mentionner tantôt comment je vais dire ça, les sentiers. On a dit que le bénévole avait beaucoup travaillé. Là, maintenant, c'est les 5 sentiers qui sont ouverts. C'est de ça que vous parlez, hein? Oui, exactement. Nous avons des sentiers plus dans le secteur sud. Plus ça va aller, on parle d'un projet sur plusieurs années, plus on va aller dans d'autres secteurs. Cette année, les bénévoles vont plus travailler dans le secteur nord, du côté de Wakefield. Puis c'est un projet qui est vraiment très important à nos yeux. On a mis beaucoup d'emphase et de travail sur ce projet-là. Et on a aussi d'autres activités comme l'escalade dans la municipalité de Pontiac ou le canot-kayak également à nos différents lacs qui sont très populaires et des
activités plus traditionnelles comme le pique-nique, par exemple, ou d'autres comme le camping, par exemple. Ça m'a donné le goût de parler de ça à l'instant parce que quand je suis arrivée, j'ai vu comme deux amoureux qui étaient là, juste là. Ils prenaient une bonne marche là. Fait qu'on peut juste débarquer ici avec notre matériel et puis on se pose. Hein? Définitivement, comme je vous disais, vous avez des sites de pique-nique, vous avez tout un réseau qui est interconnecté dans le fond entre les différents sentiers de marche, de vélo de montagne. Puis on est une destination phare au niveau du plein air et je pense qu'avec notre offre, on ne peut que le devenir ou de le rester comme tel. Alors, et pour les plages, parce que là aussi, il y a quelque chose qui se passe au niveau des plages, hein? Nous avons effectivement 6 plages dans le parc de la Gatineau. Nous en avons 3, par exemple, au lac Philippe. Et nous en avons une aussi au lac La Pêche, qui est peut-être un petit peu plus méconnue, mais qui est un véritable paradis sur Terre. Nous avons 200 mètres de plage sablonneuse sur place et une plage de très grande qualité. Nous avons une équipe de sauveteurs qui est sur place tous les jours de 10h à 18h. Et nous avons sur la plupart de nos sites différents types d'équipements, les tables de pique-nique, des vestiaires, des toilettes, le tout à partir de stationnement. Et nous avons à la plage Breton une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite, ce qui est très important également. Puis je vous invite à consulter sur notre site web nos cartes interactives sur la qualité d'eau de baignade pour vous mettre à jour sur les dernières cotes de qualité d'eau. C'est ça que j'allais demander tantôt parce qu'on a dit qu'à partir de 6 heures, c'était assez fermé. Fait qu'à partir de 6 heures, on ne peut pas avoir accès aux plages ou c'est vraiment comme ça, c'est vraiment à nos risques et périls? Bien, naturellement, c'est important de respecter la signalisation qui est en place. Effectivement, on a une équipe de sauveteurs qui est là jusqu'à 18h. C'est important de suivre leurs consignes, de respecter la signalisation en place. Et évidemment que les gens peuvent y aller après 6 heures, mais ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on a des sauveteurs qui sont professionnels, qui sont là pour assurer la sécurité du public. Donc, c'est mieux de venir de 10h à 18h. Est-ce que ça vous pense... Oh, pas là, j'ai du bon vent qui m'emmène un peu loin parce que... Alors, durant l'été, les campings, là, ça c'est déjà commencé, hein? Oui, effectivement, on a un camping qui est très populaire. Nous avons 2 sites, le site du lac La Pêche et le site du lac Philippe. Ça permet d'offrir une expérience très différente et très variée au public, une expérience plus rustique avec 33 emplacements de canot camping au lac La Pêche et un site de groupe. Nous avons une expérience qui est plus traditionnelle pour accueillir vos tentes roulottes et vos roulottes avec 260 emplacements au lac Philippe. Et si vous recherchez peut-être un petit peu plus de confort, nous avons des prêts à camper que vous pouvez réserver aussi. Nous avons 4 yurts, nous avons 3 refuges et 4 tentes 4 saisons. Et cette année, nous ajoutons 2 nouvelles tentes 4 saisons. Donc c'est important de prendre vos réservations, d'aller sur notre site web pour voir les réservations. Et nous avons aussi des sites de groupe, 1 au lac La Pêche et 3 au lac Philippe. Et nous avons des tarifs réduits en semaine. Donc encore une fois, allez voir notre site web pour plus d'informations. Alors donc pour les activités qui vont courir durant cet été, tout sera actualisé au fur et à mesure sur le site web, c'est bien ça? Définitivement, notre site web est tenu à jour. J'ai parlé de la qualité d'eau de baignade. Nous avons d'autres pages aussi qui sont mises à jour régulièrement. D'accord. Merci beaucoup. Je vais vous laisser aller et puis moi, je vais inviter tout le monde à visiter le site web de la CCN. Juste après la pause, on va découvrir un autre agent qui travaille ici, qui va nous faire l'histoire du domaine Mackenzie Key. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre.
Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Le Paysagiste qui était de passage à Contact Ontarois. Il nous parle de son nouvel album et de son nouveau spectacle. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Là maintenant, comme je disais tantôt en début d'émission, on est toujours au domaine Mackenzie King. Et pour parler de l'historique de ce domaine, j'ai avec moi Gregory parce que quand je suis arrivée, là, je demandais « Oh, ça c'est beau, qu'est-ce qui s'est passé ici? » Non, c'est à Greg qu'il faut demander. Fait qu'avec toi, on va avoir toute l'histoire. Hein? Oui, absolument. Donc, le domaine Mackenzie King, en fait, c'est les chalets de l'ancien premier ministre William Lyon Mackenzie King. C'était le 10e premier ministre du Canada et aussi lui qui a eu le règne, si on veut, le plus long au Canada, même si c'était pas continu, c'était quand même 22 ans à la tête du pays. Donc, c'est quand même quelque chose de très impressionnant. Et il venait passer la majorité de ses étés ici à partir du moment où est-ce qu'il a acheté les terrains ici. C'était un peu son refuge loin de la ville. D'accord. Donc, vous, à la Commission de la capitale nationale, c'est un joyau que vous préservez, hein? Oui, absolument. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup d'histoires dans le sens de patrimoine et beaucoup d'histoires dans le sens des histoires à raconter sur le site ici. Mackenzie King, c'était un personnage qui est très, très intéressant dans l'histoire canadienne. Donc, il y a beaucoup de choses à dire à ses propos. Donc, c'est sûr que d'avoir un site comme celui-ci dans le milieu de la forêt, ça l'amène beaucoup de discussions, beaucoup de conversations à avoir. Et toi, ton rôle ici, c'est agent de programme ressources patrimoniales. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à propos de ça? Donc, en gros, il y a deux parties majeures dans mon rôle. Il y a une partie que c'est de gérer le site qui est ici. Donc, l'été, on est ouvert en tant que musée. On a deux musées principaux. On a le musée Moorside, qui est les chalets un peu plus récents, et on a là les chalets Kingswood, qui sont environ à 10 minutes de marche, 5 minutes de marche dans cette direction-là, qui sont les chalets un peu plus anciens, les premiers chalets que Mackenzie King avait achetés et fait bâtir. Donc, de gérer l'équipe de guides, de gérer un peu la programmation, les événements qui se passent ici au domaine. La deuxième partie de mon rôle, c'est de conserver, de préserver le patrimoine culturel à l'intérieur du parc de la Gatineau. Donc, autant nos collections d'artefacts qu'on garde à différents endroits et autant l'histoire des différentes familles de pionniers, des différentes personnes ou types de personnes qui ont habité dans la région au fil des années. Donc, c'est un peu un mélange de tout ça. On a parlé des musées, on a nommé deux musées, pardon. Il y a des expositions, là? Oui, il y a des expositions permanentes. C'est surtout les endroits d'habitation de Mackenzie King à différentes époques ou de ses invités, parce qu'il y avait certains invités particuliers qui invitaient couramment chez lui pour l'été ou pour certaines périodes. Donc, on voit à l'intérieur les chambres à coucher comme à l'époque, pré-1950, les cuisines, les quartiers des servantes ou quoi que ce soit. Donc, différentes choses comme ça de 1903 à 1950 environ. Fait qu'il y a plein de choses qui sont encore dans le même cadre. Donc, pour ceux qui aiment l'histoire, là, je pense que c'est un bon moment de revivre un peu, hein? Oui, c'est absolument un endroit à visiter si vous aimez l'histoire, particulièrement l'histoire canadienne, même un peu l'histoire des Premières Guerres. C'est sûr que Mackenzie King était un peu impliqué dans les guerres mondiales, je veux dire. Donc, les amateurs d'histoire vont trouver leur compte ici. D'accord. Avec Benjamin, votre collègue, tantôt, on a parlé de toutes les activités plein air qu'on pouvait avoir, camping, plein d'affaires. En tout cas, je pense que je vais aller sur le site web. Mais avec toi, il y a d'autres activités. On a parlé des musées, mais il y a d'autres choses à faire, hein? Oui, en fait, ici, on a un des sentiers de randonnée qui part du domaine Mackenzie King, qui s'appelle le sentier de l'Oriot et de la Chute. La deuxième partie du sentier, c'est le sentier de la Chute qui vous amène à une chute qui s'appelle le Voile de la Mariée, qui, en fait, était une chute que Mackenzie King lui-même aimait beaucoup aller visiter. Puis pour aller à la chute telle quelle, c'est pas un très long sentier non plus. L'aller-retour, c'est à peine 1,5 km. Et sinon, il y a les terrains ici du domaine, même quand les musées sont fermés ou quand on a envie d'être à l'extérieur. Le domaine est absolument magnifique. On a les jardins qu'on peut aller visiter. On a les différentes ruines aussi à voir sur le site. Donc, il y a vraiment des choses à voir pour chaque type de visiteur. On a parlé de la chute que M. Mackenzie aimait tant. C'était quoi le nom déjà? Le Voile de la Mariée.
le voile de la mariée. Je suis allée faire mon affairé sur le site web. J'ai vu qu'il y avait possibilité d'organiser même des mariages sur place. Surtout c'est l'été, en tout cas. Oui, absolument. Donc, il y a une possibilité d'avoir un mariage sur place. On parle ici de petits mariages, généralement moins de 50 personnes. On a 3 sites, si vous voulez, qu'on désigne comme étant les sites de mariage. Puis c'est en fait les 3 sites des ruines. Donc, l'information est sur notre site web. Vous pouvez aussi contacter le centre des visiteurs, puis ils peuvent vous envoyer de l'information plus détaillée à ce sujet-là aussi. Et concernant ce qu'on voit en arrière de nous, parce que je peux décider de prendre une marche, comme on l'a dit tantôt, on peut faire la randonnée et tout, mais il y a des affaires qui sont là qu'on peut voir. J'ai le salon de thé. Hein? Oui, absolument. Le salon de thé, vous offre une expérience authentique d'antan, en fait, de thé anglais, si on veut, qui était une tradition un peu du début du 20e siècle. Puis il y a aussi une petite partie qu'on voit pas, mais qui est en arrière du chalet, qui s'appelle le Café Pat, qui offre des plus petites options pour emporter des petits cafés, des crèmes glacées, des choses comme ça au fil de l'été. Et puis le salon de thé, puisqu'on fait l'histoire, je vais revenir dessus parce que je pense que c'était l'une des premières habitations de M. Mackenzie ou pas? En fait, le chalet qui est derrière moi, au complet, c'était ce qu'on appelle le chalet Moorside. Donc, c'était le 3e, si on veut, le gros chalet de Mackenzie King sur le terrain qu'on a ici. Le salon de thé qui est maintenant, en fait, anciennement, c'était sa cuisine, sa salle de bain, sa salle à manger. Et maintenant, ça a été légèrement converti pour pouvoir accueillir un public général. Tantôt, M. Benjamin, Benjamin a dit qu'il y avait quelque chose de nouveau qui s'en venait pour cet été. De votre côté aussi, pour des activités beaucoup plus, j'ai pas dit fermées, mais puisque lui, c'est planeur, on va dire fermé parce que les musées et tout. Est-ce que vous avez de nouvelles choses qui s'en viennent pour l'été? Rien de particulièrement nouveau. Par contre, à chaque année, on a nos 3 événements ici au domaine Mackenzie King. On a eu l'événement pour la Fête du Canada, évidemment le 1er juillet. On a un événement aussi la longue fin de semaine du mois d'août qu'on appelle le domaine en fleurs pour un peu célébrer les jardins quand ils sont à leur plus magnifique, à leur plus... Et voilà. Et notre dernier événement, c'est à la fin de l'été. En fait, une manière de dire merci à l'été d'être passé nous voir, c'est durant la fête du travail, durant la fin de semaine de la fête du travail. Et toutes ces activités-là, elles tiennent toujours, elles seront actualisées sur le site web. Qu'est-ce qu'on fait comme activité en ce moment-là? Ça varie un peu d'activité en activité, mais presque tout le temps, il y a de la musique, il y a des activités visées aux familles, visées aux enfants, visées aux plus vieux, des fois des petites expositions temporaires, des choses comme ça. Mais c'est généralement autour du thème de l'activité, donc soit de la Fête du Canada, soit de la nature et les jardins et tout ça, ou la Fête du travail qui va être un peu une fête d'été, si on veut. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Je vais te laisser aussi aller travailler. Puis encore une fois, je vais vous inviter à visiter le site web de la CCN pour plus d'informations. Alors, après la pause, vous voyez autour de nous, on a de la verdure, on a tout ce qui est beau ici, là. On va parler avec quelqu'un qui va nous donner tous les détails sur la faune et la flore ici au parc de la Gatineau. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ma mère nous a dit qu'on devait s'enfuir, qu'ils allaient enlever mon père. Si mes parents avaient peur, ils nous l'ont toujours caché. Mais jamais nous oublierons notre départ forcé du Vietnam. Nous étions perdus. Quel était votre emploi au Vietnam? Professeur d'université. Nous n'avions plus de maison. Avez-vous de la famille au Canada? Non, aucune. Et personne ne voulait de nous. Bienvenue au Canada. Le Canada nous a choisis. Les Canadiens ont ouvert leurs frontières, leurs foyers et leurs cœurs à plus de 100 000 réfugiés qui ont fui la persécution après la guerre du Vietnam. Nous étions enfin chez nous. Cette semaine, Anna t'en parle, on sera en studio pour la dernière de la saison. Parmi nos invités, Nathalie Arsenault sera là. Elle va nous donner plein de trucs pour maçons. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers.
Bonjour, cette semaine à l'émission Émergent, je reçois Hélène Lemieux, qui est une coach de vie et qui, après sa retraite, a trouvé la passion du yoga. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, nous sommes toujours au domaine Mackenzie King. Et pour parler de la faune et de la flore, on a une représentante parce que vous travaillez fort pour garder tout ça beau, hein? C'est sûr, surtout en santé. Surtout en santé, effectivement. Alors vous, on va définir un peu combien est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous travaillez? Donc, moi, mon rôle, c'est de donner de l'espace pour que les gens puissent poser leurs questions, qu'on leur donne des réponses, leur permettre d'avoir des activités qui répondent à leurs besoins, qui soient intéressantes, créer un lien avec les visiteurs pour qu'ils apprennent à connaître le parc puis qu'ils veulent le protéger. Fait que c'est comme une expérience visiteur que vous avez comme rôle, hein? Oui, absolument. Donc, moi, les activités, généralement, cet été, par exemple, c'est des activités qui se passent de la Saint-Jean jusqu'à la fête du travail. C'est 5 jours semaine, du mardi au dimanche. Tout le monde est bienvenu, les usagers sont bienvenus. C'est surtout les campeurs, parce que les activités se passent au camping du Lac-Philippe. Donc, généralement, les gens qu'on voit, c'est des campeurs ou des gens qui sont venus à la plage pour la journée. On souhaite, dans le temps d'1 heure, 1 heure et demie, selon l'activité, leur présenter un thème particulier. C'est soit de jour à la plage ou le soir, c'est autour d'un feu de camp au bord du lac ou à un amphithéâtre enchanteur aussi avec une présentation visuelle avec des photos. Puis on parle d'activités. Quelles sont les activités qui reviennent le plus souvent? Notre activité classique d'été, c'est celle qu'on offre l'après-midi aux campeurs qui sont à la plage par an. Et puis c'est au sujet des amphibiens. On présente les grenouilles, les salamandres. Les jeunes aiment beaucoup, les enfants adorent un peu trop quand ils les serrent dans leurs mains, quand ils les trouvent. Donc on essaie de faire l'éducation justement aux amphibiens. Pourquoi ils sont fragiles? Comment est-ce qu'on peut faire pour les protéger? C'est quoi des petits gestes qu'on pourrait poser pour protéger leur habitat? Puis si on a à les manipuler, comment on peut le faire délicatement pour qu'après la grenouille puisse continuer son petit bonhomme de chemin sans trop être abîmé. Donc c'est interactif, ce sont des activités agréables. Les amphibiens, c'est vraiment un classique. Un autre qu'on offre en plein jour aussi, c'est un bingo. Et c'est sûr que des bingos, au lieu de nommer des chiffres, nous, on nomme justement certaines activités récréatives. On va donner un jeton, c'est une image. On joue un peu à une devinette. On peut dire je suis... on essaie de faire deviner soit le nom d'un animal ou une randonnée ou le nom d'un personnage, comme William Lang et Mackenzie King, pour qu'ensuite on ait la chance de leur en parler. Puis eux, par le fait même, peuvent faire un X sur leur feuille de bingo. Et on joue vraiment au bingo comme ça, mais à chaque jeton, c'est une activité ou un personnage ou un animal qu'on présente. Et puis, ça se fait comme ça au bord de la plage avec ceux qui sortent du lac puis qui vont y retourner après, mais qui ont la chance de poser leurs questions, qui ont la chance de trouver ça agréable. Parce que souvent, on dit plus on connaît quelque chose, plus on va pouvoir le protéger. Mais c'est surtout aussi qu'il va falloir créer un lien, trouver ça agréable, avoir un lien émotif avec quelque chose qui se trouve dans le parc pour après ça qu'on sente que c'est notre parc puis on a le goût de les protéger. 2 affaires que j'allais mentionner. On a parlé de l'activité avec les amphibiens. C'est vraiment une activité pour les tout petits ou c'est vraiment ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. C'est sûr que notre clientèle est familiale. Ce sont des familles qui sont en camping. Mais souvent, on a des couples... qui viennent des jeunes, des gens un peu plus âgés qui se présentent et qui vont contribuer parce qu'ils sont un peu plus spécialistes, qui vont apprendre des choses nouvelles parce qu'ils ne connaissaient pas les amphibiens, ne connaissaient pas nécessairement les activités récréatives. On a la chance de leur proposer des activités qui partent de là où ils sont. Et puis, en soirée, bien, c'est la magie de la tombée du jour, c'est être autour d'un feu de camp, parler. Par exemple, cet été, on va présenter pour la première fois une activité sur les sons qu'on entend la nuit. Souvent, les campeurs sont dans la tente et puis ils se demandent c'est quoi ça. Alors là, on va pouvoir répondre à leurs questions, de dire hey, c'est une chouette rayée, puis c'est un hibou qu'on a la chance de voir, qu'on a surtout la chance d'entendre. Alors, de le nommer, de l'identifier, d'en parler autour d'un feu de camp, ça fonctionne. De parler aussi des fois, c'est une bataille entre ratons laveurs qu'on entend quand on est dans la tente. Alors, comment est-ce qu'on peut éviter que les ratons laveurs viennent dans notre campement, qu'ils viennent dans notre nourriture? Comment protéger ce raton laveur-là aussi? Donc, ce sont des sons qu'on peut entendre. L'animatrice va être autour du feu de camp. Il va y avoir des chansons, c'est sûr. On est autour d'un feu de camp, on ne peut pas l'éviter. Les gens vont être amenés à participer toujours. Toutes nos activités
activités permettent à des gens qui veulent bien participer à venir et à jouer un rôle ou à aider la guide à faire quelque chose. Et puis apprennent au sujet des animaux nocturnes, par exemple. Puis un autre de nos feux de camp, c'est au sujet du castor. Souvent, les gens voient des infrastructures comme ça dans le parc et se demandent c'est quoi. Mais on parle le thème du castor autour du feu de camp. On peut leur expliquer comment on fait la gestion du castor dans le parc La Gatineau. On leur explique vraiment avec une bâche puis des animaux en peluche, on recrée l'écosystème qu'un castor crée avec son barrage. On leur montre que c'est tout à fait favorable à un écosystème qui est diversifié. Et puis, encore une fois, les jeunes participent, ils apprennent, posent des questions. Et cette activité-là se termine souvent avec un détecteur de chauves-souris parce que la tombée du jour est arrivée, il fait noir. Et puis, on peut identifier certaines chauves-souris qui peuvent être de passage au-dessus de nos têtes à ce moment-là de la journée. Alors donc moi, là, de tout ce que je comprends de tout ce que vous faites ici, c'est que vous êtes vraiment là au bon moment pour des personnes qui sont là pour apprendre, pour leur permettre d'apprendre plein d'affaires et de créer ce sentiment d'appartenance-là. Hein? Exactement. Puis pour nous, le gros avantage, c'est qu'on est dans un milieu à chanteurs. Les gens ont choisi d'être là, sont en vacances, ils ont le temps, ils sont pas pressés, ils posent leurs questions, ils sont réceptifs à nos messages. S'ils sont à nos activités, c'est qu'ils l'ont choisi. Les enfants les ont peut-être tirés de leur chaise pendant qu'ils lisaient leur revue, mais ils viennent. Et puis en soirée, ça leur permet de faire une petite activité avant de retourner au feu de camp, peut-être en discuter, peut-être revenir sur certaines choses qu'ils ont apprises avant de se mettre au lit. Les activités, elles changent du jour au jour. Hein? C'est pas les mêmes activités à tous les jours. Exactement. Donc, sur 5 jours, on a une douzaine d'activités qu'on offre. Donc, il y a une rotation en français et en anglais. Le matin, on a certaines activités ensuite qui, la semaine d'après, seront en après-midi. Ça nous permet, par exemple, le soir, on a certains samedis soirs où c'est un agent de conservation qui vient passer 1 heure à l'amphithéâtre et qui nous parle de l'ours noir. Souvent, en camping, si on a la chance, parce que c'est vraiment une chance, de voir un ours noir, on veut que les gens puissent en profiter, mais de bien réagir pour qu'eux restent bien en sécurité et pour que l'ours noir aussi continue à vivre en santé dans un parc qui n'est pas nécessairement plein d'humains à tout moment de l'année. Alors, juste, il va nous rester quelques secondes. Hein. Je veux juste être un peu curieuse et puis savoir quel genre d'animal on voit ici, d'animaux, pardon. Donc, si on est chanceux, on aurait la chance d'avoir un cerf de Virginie. À ce temps, dépendamment du temps de l'année, ils peuvent avoir un petit bébé avec eux. On peut voir des lièvres d'Amérique et puis écureuils gris, écureuils roux, écureuils noirs, c'est sûr. Alors vraiment, vous faites un travail aussi extraordinaire, il faut que je le mentionne, parce que intéresser le monde à ce que vous faites, là, c'est vraiment difficile. Donc, je vais inviter le monde à visiter le site web de la CCN parce que je pense que toutes les informations sont là. Merci encore. Et puis voilà, la maison, n'oubliez pas, encore une fois, je vais le mentionner, n'oubliez pas de visiter le site web de la CCN parce qu'il y a plein d'activités extraordinaires ici. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sur le noir, ça va être plus facile. C'est pour ça que j'ai mis le noir auparavant. Le foncé. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. Une raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. L'apéro avec Julie, je reçois Mme Sophie Grégoire-Trudeau, Mme Sylvie Lapointe et Mme Nathalie Masségou pour célébrer la femme. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers.
De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est en direct du domaine Mackenzie King et puis on a discuté avec plein d'agents qui nous ont donné le goût de visiter ce lieu extraordinaire qu'on a au cœur de chez nous. Alors, il y a 2 musées ici au domaine à visiter qui vont vous refaire l'histoire et c'est très intéressant de ce qu'on a pu apprendre. Il y a aussi plein d'activités pour l'été. On a par exemple des plages, il y a des campings et puis il y a aussi des randonnées à faire ici. Donc, pour plus d'informations, www.ncc-ccn.gc.ca. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission, je rencontre Dorothée Roux, une femme humoriste d'origine haïtienne qui fait de l'humour différemment. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon co-op / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Quand je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi quand je suis intéressé dans le domaine de technicien. Viens que je te raconte, mercredi 20h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.